Je vais vous dire ce que j'ai prévu d'aborder pendant les 45 minutes et vous expliquer mon choix qui est évidemment extrêmement personnel. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le numéro d'éducation permanente, vraiment beaucoup d'intérêt. J'ai aussi vu ce qui était prévu dans la journée et je vais essayer de me situer un peu en contrepoint par rapport à ce qui est dans le numéro et ce qui va être dans les tables rondes, de façon à ce que ça permette de servir d'analyseur d'un certain nombre de questions. Et donc, je vais parler d'éclairage pragmatique. En fait, j'ai plusieurs casquettes. Hein. Tu en as cité deux. J'en ai une troisième. Il se trouve que je suis astrophysicien et président de l'Association française d'astronomie, qui s'occupe en particulier de donner l'envie et les moyens au plus large public de s'intéresser à l'astronomie. Et donc, j'ajouterai un peu de cette question des loisirs astronomiques, parce que ce qui me paraît important, vu le contenu du numéro, vu la thématique de la journée, vu l'organisation de la journée, c'est de me positionner sur la question des rapports au savoir en général, rapport au savoir, rapport aux connaissances, et je vais être dans une perspective qui est finalement très peu didactique ou très peu pédagogique, mais qui est plutôt un éclairage de savoir d'usage et de stratégie d'usage des ressources et de la façon dont ça peut redessiner les rapports des habitants de nos pays au savoir. Donc ça va peut-être vous étonner. Je suis évidemment, par ailleurs, comme chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, dans des situations pédagogiques de rapports d'enseignants. Et donc, ce n'est pas cet axe-là que je choisis, c'est plutôt l'analyse des pratiques des personnes que je vais prendre aujourd'hui. Donc, juste pour savoir d'où je parle exactement, en gros, j'ai été plongé dans ma jeunesse lointaine dans les clubs d'astronomie et la création de la Fédération nationale des clubs scientifiques. Et ensuite, j'ai eu deux vies en parallèle, une bénévole et une salariée. Ma vie salariée étant de créer la Cité des métiers, espace d'information et de services sur l'orientation, l'insertion, l'évolution professionnelle à la Villette, puis le réseau des cités des métiers, j'en dirai un mot. Ça, c'est ma vie professionnelle. Et puis, j'ai une vie bénévole de président d'association, donc Association française d'astronomie, les Nuits des étoiles, la revue Ciel et Espace, etc. Et puis, récemment, j'ai essayé de résorber le côté très bipolaire, si ce n'est schizophrène, que me procurait cette double identité, en me penchant sur la question des rapports au savoir. Et donc, j'ai intégré l'équipe Philippe Carré à Nanterre, où j'ai passé mon habilitation à diriger des recherches et j'ai une demi-douzaine de doctorants aujourd'hui. Donc, finalement, j'ai trois perspectives. Hein. Si j'arrive à la diapo suivante. Une perspective Nuit des étoiles, astronomie, loisirs astronomiques. Une perspective Cité des métiers. Je vous annonce que nous venons de labelliser lundi soir la 40e Cité des métiers, celle du Québec à Montréal, qui ouvrira en 2017 et qui étend le réseau des cités des métiers sur 10 pays. Donc avec maintenant plus une large vingtaine en France et une petite vingtaine dans 9 autres pays. Et donc, je vais me servir de ces trois éclairages pour regarder comment l'épreuve du numérique s'est imposée dans ces trois champs-là. Donc, 1, Cité des métiers, 2, loisirs astronomiques, 3, ce que j'étudie et ce que j'essaie de faire en concertation avec mes doctorants, parce que les doctorants ont souvent une vie très personnelle et des préoccupations qui glissent par rapport à celles qu'espère le directeur de thèse, mais donc qui concernent particulièrement la place des savoirs des non-spécialistes, et je ferai un focus sur la place des savoirs des malades chroniques. Évidemment, derrière tout ça, il y a l'idée que quand on parle d'apprentissage tout au long de la vie, quand on parle de la formation formelle, informelle, non formelle aujourd'hui, et quand on parle donc de la formation à l'épreuve du numérique, il y a bien évidemment deux dimensions de formation tout au long de la vie. Bon, mais ça a été abondamment détaillé dans les articles du numéro, bien entendu, ça sera rediscuté toute la journée. Il y a la question de l'épreuve du numérique sur la formation informelle, et donc en particulier
la question de l'apprenance au fil de l'eau, des formations expérientielles, etc. Est-ce que le numérique change finalement au rapport au savoir au fil de l'eau dans le quotidien? Et puis, d'un point de vue méso-dispositif, d'un point de vue macro-socio-économique, il y a évidemment la formation tout au long de la vie au sens, alors ici, à la mémoire de l'abbé Grégoire et d'autres, bien évidemment, c'est le lieu idéal pour l'incarner, la formation tout au long de la vie, au sens qu'il n'y a pas que la formation initiale qui fait formation. Alors, je vous propose de travailler comme ça dans le temps imparti, faire assez rapidement les trois champs dont je viens de parler, quelques éléments sur Cité des métiers, quelques éléments sur loisirs astronomiques, quelques éléments sur la place du savoir des malades chroniques, puis ensuite je reviendrai à ce que ces éclairages pragmatiques m'amènent à trouver, à identifier comme analyseurs intéressants. Je ne dis pas, bien entendu, qu'il s'agit des seuls analyseurs. On va retrouver des tas de choses qui sont évidemment publiées dans la revue et qui seront débattues dans la journée, mais je vous proposerai un jeu de 6 éléments d'analyse, et je pense que ça pourra être utile pour la suite, y compris d'ailleurs pour démolir ces analyseurs ou au contraire pour en trouver d'autres. Alors, juste, donc, Cité des métiers. Je vois que j'ai passé les versions anglaises, donc ce n'est pas très grave, je pense que vous allez comprendre. Donc, Cité des métiers, en gros, nous sommes une plateforme d'information et de conseil. Nous sommes maintenant un réseau de 40 plateformes d'information et de conseil coproduites avec un CIO de l'Éducation nationale, un service de Pôle emploi, de temps en temps des partenaires de l'AFPA quand les moyens de l'AFPA le permettent, DAVA, CNED, CNAM et bien d'autres. En gros, 20 ans, donc 20 années passées à évoluer en fonction du numérique. Quand on a ouvert la Cité des métiers en 93, on avait des Minitel. Donc, première période, les, disons, 7-8 premières années, c'est assez simple. Finalement, le numérique, c'est mettre le programme en ligne. On a un espace, une plateforme d'information et de conseil. La question, c'est de faire comprendre aux gens ce qu'elle est et à quoi elle sert. Donc, on met le mode d'emploi et le programme en ligne, on ne fait rien d'autre. Voilà. Donc, ça donne des sites classiques de Cité des métiers. Évidemment, la question, assez vite, c'est jusqu'où on va dans l'information donnée. Est-ce qu'on se contente de dire finalement atelier technique de recherche d'emploi à 14 heures, préparation du livret, validation des acquis à mardi prochain, journée d'information sur les métiers du béton la semaine prochaine, ou si on va plus loin. Et évidemment, très vite, on met des informations pour préparer sa venue. Et donc finalement, on bascule dans un modèle où on commence à créer des ressources en ligne et pas seulement de l'information géographico-calendaire, disons. Bon, et du coup, ça bascule dans une deuxième époque qui est finalement, évidemment, on a parlé des MOOC ou on a parlé du téléenseignement et de radiocorrespondance. Moi, je me souviens de radiocorrespondance. Donc, en gros, on bascule dans un modèle où finalement on met en ligne, on mémorise les événements, on a toute une série de batteries. Bon, et là il se pose une question qui est la question centrale des MOOC évidemment, enfin pas la seule, ou des podcasts, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met brutalement des heures de cours? Est-ce qu'on les découpe? Est-ce qu'on garde tout? Est-ce qu'on actualise? Et comment on fait des thésaurus, des gammes d'entrée? Fait-on des encyclopédies à partir de ça? Auquel cas, finalement, on n'est plus simplement dans la fonction de conservation d'archives, mais tout d'un coup, on est là aussi dans la production d'outils, de la production de systèmes. On fabrique des dispositifs, on peut faire du dialogue, etc. Bon, donc on a, selon les cités des métiers, on a évidemment un peu tout fait. Ensuite, on est passé à une autre époque qui est en gros 2007-2008, donc il y a maintenant 5 ans, qui est finalement, est-ce qu'on a peur qu'Internet nous pique notre public? Est-ce que finalement, si on mettait tout en ligne, bah, finalement la Cité des métiers ou les espaces d'orientation et d'information sur l'évolution, de conseils, fermeraient ou pas? Grande question. En gros, pour le dire très clairement, entre 1993 et aujourd'hui, nous avons perdu 50% du public. En 1994, par exemple, on avait 320 000 utilisateurs annuels, 1200 par jour, et je ne dis pas combien de assis par terre. Et aujourd'hui, on est à la moitié, et nous avons perdu clairement tout, en particulier les 500 personnes qui venaient par jour pour chercher des offres d'emploi.
qui ne viennent plus en chercher. Il y a 10 personnes par jour qui viennent chercher des offres d'emploi à la Cité des Métiers. Il y avait 270 places de 20 minutes sur Minitel pour accéder au serveur régional d'offres d'emploi de la NPE en 93. Il y avait 2 personnes par place, 500 personnes debout qui se battaient pour rentrer. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Donc, on peut légitimement avoir peur finalement que la fréquentation baisse et se dire qu'évidemment, les autorités institutionnelles peuvent penser que ce n'est pas si utile que ça de maintenir des trucs dont la fréquentation a diminué par moitié et que finalement, une seule ligne d'autobus pour desservir le tout, ça suffirait mieux que plusieurs. Voilà. Donc, nous, on a basculé dans la logique, on se dit, bah non, de toute façon, ce n'est pas la peine de faire de la rétention ou de la thésaurisation. De toute façon, quasiment tout est déjà en ligne. Donc, on ne va pas faire des sites de la Cité des Métiers où on ne mettrait rien que des archives ou des modes d'emploi, et puis inversement, les gens iraient sur les sites des autres pour trouver les trucs, et ils ne viendraient de toute façon pas chez nous. Donc, on a basculé dans le modèle de la cité en ligne, qui est celui-là, c'est-à-dire, plutôt que d'avoir peur de la concurrence avec le web, on se met au contraire, on explicite la complémentarité. Donc, on donne tout ce qui est possible en ligne, et même on va plus loin, et si on peut contourner des trucs qui sont sur abonnement, etc., on n'hésite pas, mais on dit à chaque fois, oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce que vous avez trouvé, mais ça sera encore bien, encore mieux si vous veniez chez nous. Parce que finalement, vous avez trouvé beaucoup de trucs, c'est un peu compliqué. Maintenant, vous êtes bien avancé avec l'arrêté de juillet 2009 sur je sais pas quoi. Finalement, si vous voulez qu'on vous l'explique, c'est quand même pas mal de rencontrer un conseiller. Et donc finalement, ça donne un système qui est en ligne.citedesmétiers.org, dans lequel on trouve tout, mais aussi le programme des ateliers, des événements, des clubs de la Cité des Métiers. On trouve tous les contenus, on fait les liens vers tout ce qui peut exister, on a une espèce de cyberespace en ligne, mais à chaque fois, c'est marqué dessus, je ne sais pas si vous le voyez là, mais c'est marqué là, non, vous ne le voyez pas. C'est marqué, c'est encore mieux en venant, quoi, en gros. Oui, vous pouvez avoir votre information en ligne, mais de toute façon, vous allez être débordé, ça sera encore mieux en venant. Voilà. On fait la même chose sur téléphone, avec un portail qui s'appelle Cité Job, on a créé 7 applis, etc., même idée. Mais en fait, dernière époque, c'est maintenant, c'est qu'en fait, on se rend compte que finalement, la plus importante révolution du numérique pour nous, c'est pas tellement dans le cyberespace qu'elle se passe, c'est dans le réel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'énormes besoins, enfin des besoins très significatifs, disons énormes, je ne sais pas ce que ça veut dire, disons significatifs ou pertinents, qui apparaissent, qui sont l'isolement des personnes. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement on avait raison de dire les gens sont débordés par l'information et ça vaut le coup qu'ils viennent dans des lieux pour trouver quelque chose, mais en plus, ils ont besoin d'échanger sur ce qu'ils trouvent. Ils ont besoin d'avoir une possibilité de parler de ce qu'ils ont trouvé ou de ce qu'ils n'ont pas trouvé. Et ils ont des besoins finalement de recréer du lien social beaucoup plus important parce qu'ils sont de plus en plus isolés. Quand vous lisez l'article, un des articles sur les l'analyse des populations dans les EPN par exemple, vous voyez bien qu'effectivement, le lieu EPN sert l'espace public numérique, sert de lieu de socialisation pour les personnes, reconstitue un cadre dans lequel les demandeurs d'emploi ont la possibilité de travailler qui n'est pas le même lieu que chez eux, et tous ces besoins-là existent, et le fait d'avoir Internet sur son téléphone ou Internet chez soi sur un ordinateur posé à côté de la télé, crée finalement d'énormes besoins sociaux qui sont ceux de faire du lien. Et du coup, finalement, le plus important, c'est que maintenant, nous avons développé à la Cité des Métiers, alors ce que les fanats de terminologie anglo-saxonne appellent Living Lab, mais en gros, un espace dans lequel on teste de nouvelles formes d'échange, de socialisation. Donc en plus des pôles classiques, il y a toute une arborescence de clubs, d'ateliers, d'événements qui se sont créés.
Pardon. Et finalement, aujourd'hui, il y a une cité des métiers qui est ouverte 4 jours sur 5 en nocturne, dans lequel il y a des clubs thématiques, les latino-américains, avec le LIS du CNAM, les malades chroniques et activités professionnelles, les artistes et travail complémentaires, les dynamiques africaines, un club entreprendre au féminin, un club de demandeurs d'emploi qui travaillent, qui s'organisent pour le temps partagé, etc., qui sont des groupes qui existent et qui réunissent des gens qui viennent même en dehors des heures d'ouverture habituelles, travailler ensemble, parce que le fait d'avoir l'information en ligne, finalement, ne résout pas ça du tout, et au contraire, crée le besoin de s'entraider pour en faire quelque chose. Donc voilà l'enseignement, si vous voulez, je fais le résumé très rapide, ma première étude de cas, en quelque sorte. Finalement, à la Cité des métiers, l'épreuve du numérique, c'est de s'être mis à produire du numérique pour faire comprendre la complémentarité entre le numérique et les lieux physiques, et finalement de modifier largement l'offre du lieu physique pour qu'elle réponde aux nouveaux besoins créés par le numérique. Alors, quelques mots très rapides, maintenant je change de casquette, je parle du loisir astronomique. Bon, loisir astronomique, ça consiste spécifiquement, là je vais parler non pas de la vulgarisation astronomique de l'édition, etc., ça nous entraînerait beaucoup plus loin. Aujourd'hui, le principal effet du numérique sur l'édition de vulgarisation, c'est la crise économique. Toute la presse scientifique de vulgarisation est à moins 10% par an. Donc ça, c'est un sujet en soi. Je pense qu'il y a d'autres lieux pour en parler. Malheureusement, en tant que président de l'association, ça nous conduit au bord du plan social. Comme tous les magazines, etc. Mais là, je vais parler spécifiquement du loisir astronomique dans la pratique. Alors, en gros, le numérique, ça a créé des opportunités dont vous vous doutez bien. Voilà par exemple Globe at Night. Alors, Globe at Night, ça existe sur votre téléphone. C'est un programme pour regarder si on voit bien le ciel partout dans le monde, grande crainte de la perte du ciel nocturne, pollution lumineuse, et donc comment faire pour voir si les lampadaires ne sont pas trop agressifs chez soi et contribuer à la cause mondiale de la protection du ciel nocturne. Donc vous faites vos mesures comme ça, soit à l'œil nu, enfin Globe at Night, vous notez les étoiles que vous voyez, et Dark Sky Meter, qui coûte 8 €, ça fait soi-même les mesures. Et vous envoyez vos données, vous contribuez, ça sert à faire des cartes, voilà, et il y a plein de gens qui contribuent, pas beaucoup de Français, hein, beaucoup dans les pays émergents en voie de développement, et dans les pays qu'on appelait en voie de développement, dans les pays émergents, vous avez beaucoup de gens qui sont sur Globe at Night, en proportion de la population des gens connectés, notamment par téléphone. Voilà. Autre chose qui a complètement bouleversé le monde, c'est son pendant, c'est The World at Night, créé à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie. Donc là, c'est un site collaboratif. On met toutes ces photos, il y a des correspondants dans le monde entier, tout le monde télécharge ses photos ou ses vidéos du ciel. Donc allez voir, c'est extraordinaire. Vous avez de quoi passer des heures et des heures à voir tourner la Voie lactée au milieu des monts Zagros au nord de l'Iran. C'est fantastique, aussi bien que au-dessus de toutes les montagnes du Kilimandjaro. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est absolument sublime et c'est alimenté par monsieur et madame tout le monde dès qu'ils ont un appareil numérique. Bon, ça va beaucoup plus loin que ça. Les sciences à amateurs dans lesquelles il y a des groupes de fanas qui font des choses fantastiques. Il y a un groupe de 44 personnes dans le monde qui étudie les étoiles explosives de type BE, qui explosent de temps en temps, qui émettent des raies d'émission fantastiques. Ils sont 44 à surveiller tout ça. Il n'y a plus de professionnels qui surveillent ça. Ils sont en lien eux-mêmes avec quelques-uns. Ils organisent leur propre université d'été, etc. Très très rapidement, vous savez qu'il y a des astéroïdes qui nous tournent autour du Soleil dans tous les sens. Il y a à peu près 20 000 astéroïdes répertoriés et plusieurs centaines de milliers qui tournent. Si on se place sur une ligne, voilà, un astéroïde, évidemment, ça tourne plus près que les étoiles. Donc, si vous avez un peu de chance, pof, l'astéroïde passe devant l'étoile. On ne voit plus l'étoile. Donc, vous vous mettez sur une... Ça ne marche pas ce truc-là, si, voilà. Vous vous mettez, là, c'est la France, là, c'est les baronnies provençales. Vous vous mettez sur une ligne comme ça, chacun tous les 10 km. Vous coordonnez vos montres, clic, et vous regardez si l'étoile s'éteint.
Si l'étoile s'éteint, c'est qu'il y a un bout de l'astéroïde qui est passé devant, et si elle ne s'éteint pas chez le copain d'à côté, c'est que c'était le bord de l'astéroïde, d'accord? Donc vous faites la forme de l'astéroïde, là voilà. Donc la durée, la longueur de l'astéroïde, les 10 km là-haut, ça fait combien ce truc-là? Combien il n'y a pas la taille. Il doit faire 200 sur 70 km. En gros, on regarde combien de temps l'étoile est éteinte, ça mesure la longueur de l'astéroïde à cet endroit-là, et puis on regarde en largeur où on est passé. Voilà, vous avez compris. Donc, moralité, pour ceux qui n'y étaient pas, ça c'était en janvier dernier, l'astéroïde Sylvia fait 353 km de long sur 227 de large, et le mieux, c'est qu'elle a un petit copain qui s'appelle Romulus, qui fait 37 sur 17 et qui est là. Voilà. Donc ça, c'est des manips entièrement portées par des amateurs. Le seul problème, c'est même pas le capteur, hein, n'importe quel appareil photo, petit télescope pas cher pour 1000 € vous fait la donnée. Le plus compliqué, c'est de synchroniser les montres. Parce que si vous ne synchronisez pas les montres, ça fait un peu comme Canal+ encrypté, quoi. Bon, plus rigolo encore, nous sommes le soir du 21 juillet 2011, nous sommes en Bretagne, nous regardons par la fenêtre et nous voyons un truc qui explose. Donc ça, c'est le forum de Ouest France. Donc il n'y a rien de... c'est du spontané. Les Bretons, encore eux, ont vu un truc exploser dans le ciel, et Ouest France a fait la carte des témoignages. Donc là, on n'est même pas dans un projet de sciences participatives, collaboratives construit. On est dans les données brutes de la presse quotidienne régionale. Le lendemain matin, Ouest France avait l'idée de faire une Google Map avec les contributions et les lieux. Donc, alors pour la petite histoire, la météorite en question est tombée à néant, réellement, dans la forêt de Brocéliande. Et on l'a retrouvée avec l'aide de l'espace des sciences, et elle est bien tombée là. Voilà. Et donc depuis là, nous sommes en train de créer avec nos amis du muséum un projet qui vient de démarrer, qui s'appelle Vigiciel. C'est 100 petites webcams, alors j'en ai une là, mais ce n'est pas les mêmes modèles, mais enfin peu importe, avec 100 caméras à peu près de cette taille-là, posées, ça peut être sur des lycées, des centres de sciences, des clubs d'astronomie ou ailleurs. On est en train d'installer des caméras de surveillance sur toute la France pour surveiller les passages des météorites, et en lien avec les équipes du muséum et les équipes locales, l'idée c'est non seulement de filmer la trajectoire dans le ciel, mais de la récupérer au sol. C'est un projet Vigiciel qui vient d'être mis en place cette année. Voilà. Bon, derrière tout ça, je vais vite, hein, derrière tout ça, il y a des portails à n'en plus finir. Donc vous avez, ça vous le savez sans doute, le Berkeley Online Network Calculation, qui consiste à prêter son ordinateur pour faire des calculs scientifiques. Vous vous connectez, vous avez le choix entre 150 projets, et votre calculateur sert à faire des projets scientifiques sur lesquels vous n'intervenez pas. Vous avez simplement le fait que vous avez contribué. Vous avez des projets un peu plus évolués qui sont des campagnes concertées, comme Globe at Night. Et vous avez aujourd'hui, je vous engage à aller voir, un portail porté par la Citizen Science Alliance, qui était à l'origine développé par l'Observatoire d'Oxford et l'Université d'Oxford, qui s'appelle zooniverse.org, sur lequel vous avez aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, une vingtaine de projets scientifiques de tout niveau, sur lesquels il y a aujourd'hui 800 000 collaborateurs en ligne dans je ne sais combien de pays. Donc ça, j'ai tenu à parler de cet exemple-là, non seulement parce que je suis passionné d'astronomie, mais ça, vous n'étiez pas là forcément pour ça, mais surtout parce qu'effectivement, là, on est bien dans la question du rapport au savoir et dans la question de la production du savoir et de la connaissance. Et du coup, j'en profite pour continuer sur la question des savoirs expérientiels des malades eux-mêmes. Donc, autre question. Pour aller très vite, hein, le schéma classique de production des savoirs, il est tout à fait connu. Les savoirs et la connaissance scientifique sont produits dans la recherche mondialisée. La recherche mondialisée qui est en haut, la Big Science de Derek Price, produit des savoirs qui sont transformés en savoirs scolaires par la transposition didactique. Ça constitue l'univers des savoirs scientifiques universitaires et scolaires. En haut, on a aussi une boucle qui produit des savoirs grâce aux expérimentations
des labos, des doctorants, etc. Et puis ensuite, ça descend par le système scolaire avec les grosses flèches jaunes, ça descend un peu par la vulgarisation avec la petite flèche jaune, et ça rentre dans la tête des apprenants ou des habitants, selon la façon dont on les considère, qui eux-mêmes ont un petit peu de savoir expérientiel, de phénoménologie pragmatique, d'ethnométhode qui leur permettent de produire leur savoir à eux, mais en gros, ils incorporent ces savoirs avec les savoirs qui sont arrivés par le système éducatif ou par le système de vulgarisation. Donc ça, c'est le modèle standard des années 80 de la production de savoir et la production de connaissances. Si on prend maintenant une maladie complètement inconnue, enfin pas complètement inconnue d'ailleurs, une maladie sur laquelle il n'y a aucun savoir académique, par exemple une maladie qui n'est pas vraiment mesurable par des indicateurs biomédicaux classiques, des troubles de santé mentale ou des problèmes de douleur qui ne se mesurent pas. Prenons par exemple la fibromyalgie ou le syndrome de fatigue chronique, qui sont des maladies reconnues par l'OMS, qui touchent au moins quelques pourcents, voire une dizaine de pourcents de la population dans nos pays. C'est des maladies sur lesquelles la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a mal, on est épuisé, le sommeil n'est pas réparateur, on est très très mal, ça conduit à des incapacités de travail, à des arrêts de travail, à des temps partiels ou à des arrêts complets. Finalement, le seul traitement réellement prescrit, c'est l'antidépresseur, en pensant que finalement, au moins quand on prend des antidépresseurs, on souffre moins de la souffrance. Voilà. Sur des maladies comme ça, ce qui est en train de se passer, c'est l'inversion du système de production de la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la médecine officielle, académique elle-même, qui peut, dans des protocoles classiques d'evidence-based médecine, produire de la connaissance. Forcément, le savoir est remontant de l'expérience des personnes, et il remonte avec des dispositifs qui sont les groupes d'entraide mutuelle de patients, les associations de patients, les associations de malades, etc., qui sont en contact avec la production de savoirs académiques et qui produisent du coup des savoirs qui sont incorporés par l'évidence-based médecine. Donc voilà le modèle en gros aujourd'hui de ce qui se passe dans les maladies chroniques dans lesquelles il n'y a pas de connaissances cliniques académiques classiques. Et ce schéma, évidemment, il est en train de se généraliser. Je ne vous fais pas non plus un cours là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais depuis des années, à l'initiative d'Alcooliques Anonymes, à l'initiative des diabétiques, à l'initiative de Narcotiques Anonymes, à l'initiative évidemment de toutes les associations de malades du sida, ont été reconnus les savoirs expérientiels des malades, puis les circuits de remontée de l'information, puis des groupes mixtes, patients, médecins. Et aujourd'hui, la question qui se pose à peu près partout dans le monde, c'est l'introduction des savoirs et connaissances remontant des patients dans la formation des médecins et soignants académiques. Donc, ce n'est pas la seule, l'Université de Barcelone, mais aussi l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie, ont créé des universités des patients. Il y a un DU patient à l'Université Pierre et Marie Curie. L'Université de Montréal a créé un bureau de l'expertise, un bureau facultaire de l'expertise patient qui fait remonter les savoirs des patients dans la formation des soignants et des médecins. Aujourd'hui, l'ensemble des associations qui s'occupent d'éducation médicale et de formation des professionnels de santé se posent la question de la meilleure façon de mettre en place des patients experts, des patients formateurs dans les systèmes, et la question c'est à quel endroit, dans quelle modalité de fonctionnement. Alors, juste un exemple, là, tout à l'heure je vous parlais de Zooniverse. Je vous signale qu'en ce moment, sur Zooniverse, vous pouvez contribuer à détecter des cellules cancéreuses à partir des images. Je ne sais pas combien il y a de contributeurs, il y avait plusieurs centaines de milliers de contributeurs la semaine dernière. Donc on vous apprend à reconnaître des nodules cancéreux dans des images. Évidemment, on teste sur un certain nombre d'images, puis quand vous êtes bon, vous contribuez à alimenter les données. Vous pouvez acheter de plus en plus d'appareils de e-health. Donc là, vous avez deux modèles. Il y a une vitrine entière dans toutes les FNAC maintenant. Donc là, vous avez un sleep tracker, tracker d'activité de sommeil sans fil, pour tous ceux qui ont des troubles du sommeil. Je renvoie
syndrome de fatigue chronique par exemple de tout à l'heure. À côté, là, ça c'est que 44,90 €. Pour 99,90 €, vous avez un tensiomètre connecté à votre téléphone et qui est connecté à votre cardiologue, qui est connecté à la Société française de cardiologie directement. Et donc, aujourd'hui, le numérique est en train de transformer complètement ce schéma-là. Donc, vous avez vu, là, on était déjà là dans le schéma où il n'y avait pas de numérique. Si vous prenez ce schéma-là et que vous lui rajoutez ça, tout d'un coup, la capacité de produire des données remontantes devient complètement différente. On ne sort pas simplement des échelles de douleur où on note de 1 à 10 avec des couleurs pour dire si on a mal ou pas mal, mais on peut sortir effectivement de l'interprétation de courbes de sommeil, etc. Donc tout ça transforme complètement le système médical. Voilà, et du coup, moi j'utilise, on travaille beaucoup là-dessus avec un groupe de patients experts, juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait. On considère finalement le modèle de l'expérience de l'evidence-based medicine, on considère le modèle en fait de la médecine expérimentale de Claude Bernard, observation, hypothèse, expérimentation, résultat, interprétation, conclusion, le célèbre Eric pour ceux qui sont pédagogues des sciences, critiqué par Jourdan à partir de Claude Bernard. Et en fait, finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les associations de malades standardisent des protocoles du type Claude Bernard pour permettre aux patients de remonter des données, de participer à certaines phases à l'intérieur des recherches en médecine. Et si on dessine de manière un peu plus sophistiquée, aujourd'hui, l'évidence-based medicine, qui est le modèle standard de la production de connaissances en médecine, s'appuie, c'est donc la rondelle du haut dans la boîte de médicaments, elle s'appuie sur les pratiques des associations communautaires intermédiaires que sont les patients pour fabriquer des expérimentations un peu Claude Bernard, qui elles-mêmes font remonter l'information qui vient des phénoménologies pragmatiques à la Dewey ou des ethnométhodes à la Garfinkel, qui sont pratiquées par les malades eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, on voit apparaître un nouveau système de production de la connaissance en médecine qui s'appuie sur la phénoménologie pragmatique des personnes. Et en réalité, il y a même deux systèmes. Il y a d'une part ce système-là que je viens de décrire en blanc, et puis il y a aujourd'hui une montée très importante, pas seulement en médecine, des méthodes de recherche participative, de recherche communautaire, inspirées de l'anthropologie ou de l'ethnologie, les méthodes de Lewin, dans lesquelles on associe les personnes à la production des protocoles de recherche et aux résultats. Et donc, finalement, aujourd'hui, les savoirs expérientiels des malades, ils remontent vers la médecine, d'un côté dans l'évidence-based medicine et de l'autre côté par des protocoles qui sont des protocoles d'anthropologie de la santé, quoi. Et il y a d'ailleurs sans doute d'autres domaines dans lesquels les savoirs des malades remontent, d'autres épistémologies par lesquelles ils remontent. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, non seulement l'évidence-based medicine peut se nourrir de l'expérience des savoirs expérientiels des malades directement par le protocole Claude Bernard en intermédiaire, mais aussi qu'il y a des savoirs des malades qui remontent par l'anthropologie, il y a des savoirs des malades qui remontent par l'ergonomie, c'est-à-dire qu'en fait on a des protocoles de test, des dispositifs, des outils, il y a des savoirs des malades qui remontent en infocom par la façon dont les malades communiquent, travaillent sur les sites web, sur les réseaux sociaux, et commencent à produire de la connaissance. Et il y a aussi aujourd'hui des chercheurs, j'en suis un exemple, en sciences de l'éduc ou en STAPS, qui travaillent sur la façon dont les savoirs expérientiels des malades peuvent être utilisés dans la formation des professionnels de santé. Alors je ne vous passe pas les détails, mais il y a pas mal de littérature. Quand on regarde, il y a pas mal de littérature et de concepts qui sont mobilisés aujourd'hui pour que les savoirs expérientiels des malades deviennent de la connaissance académique médicale. Alors, maintenant, je fais ce que j'avais promis, il me reste 10 minutes, et je vais essayer de vous proposer mes analyseurs au regard de ces trois éclairages-là. Alors, en gros, si on est très positif, si on est dans une pensée très très positive, finalement,
si on regarde que les côtés positifs, on voit au moins 6 volets nouveaux qui sont apportés par le numérique. D'abord, plus de problèmes d'accès à la connaissance. On a des connaissances à la demande. On va taper, on trouve dans Google des définitions, du Wikipédia, etc. Deuxièmement, finalement, par ce système-là, on a non seulement des connaissances à la demande, mais tous les savoirs du monde vont être disponibles puisque les principaux producteurs de savoirs universitaires ou autres se lancent dans les MOOC, 50 ans après avoir produit de la télé, du téléenseignement, etc. Ensuite, pas de problème de validité, pas de problème de source, disons, puisqu'il y a des sources multiples. On a de l'information qui est produite par plein d'auteurs, plein de types de contributeurs, plein de la vulgarisation, de l'académique, de l'universitaire, du blog vécu, du pragmatique, etc. Donc on a une multiplicité de sources, on peut tout comparer, on a une grande variété, pas de problème, on peut se forger son opinion soi-même. Ensuite, aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet. Les chiffres, il y a les chiffres là aussi dans le numéro d'éducation permanente, vous avez, je ne sais plus quel article exactement, mais vous avez toutes les évolutions actuelles de la distribution distribution des équipements, de la distribution des smartphones, etc. Et en gros, aujourd'hui, les personnes qui veulent avoir accès à de l'information en numérique y ont accès. Ensuite, 5e volet, toujours dans le ultra positif, eh bien évidemment, l'expérience des personnes est facilitée, l'enseignement expérimental est possible, les simulateurs permettent de tester, de s'entraîner, de tester ses connaissances, mais aussi d'apprendre à conduire une machine, d'apprendre à mener des entretiens, d'apprendre à faire de l'intervention sociale. Là aussi, je vous renvoie au numéro de la revue. Et enfin, dernière chose ultra positive, finalement, la création est à la portée de tous. Tout le monde peut faire avec Movie Maker plus ou avec Photoshop Element ou avec GIMP ou avec autre chose, ou avec Audacity, pardon, j'ai oublié la musique. Tout le monde, et avec une imprimante 3D, j'ai oublié aussi qu'on peut faire sa Vénus de Milo soi-même. Donc la création est à la portée de tous, tout le monde peut créer ce qu'il a envie de créer, tout le monde peut écrire une dissertation sur n'importe quel sujet avec Wikipédia et d'autres outils, tout le monde peut faire des super belles photos de coucher de soleil avec Photoshop, etc. Donc la création est à la portée de tous. Voilà, donc ça, c'est les paradigmes positifs, disons. Et simplement, ce que je vais essayer de signaler, c'est que sur chacun de ces 6 points, évidemment, il y a un contrepoint, et qu'il ne faut pas se dire que le numérique, ça n'est que ces aspects-là positifs, mais que bien entendu, chacun de ces points-là a son ombre en négatif. Et donc, c'est ça qu'on va regarder. Bon, sur le premier, connaissance à la demande, évidemment, ça veut dire connaissance pulvérisée. C'est-à-dire que finalement, oui, je peux tout savoir sur Toutankhamon. Est-ce qu'il était marié, Toutankhamon? Et à qui? Et il est resté marié combien de temps? Donc voilà, ça j'y ai accès, sauf que, qu'est-ce que veut dire le mariage? Qui est Toutankhamon? Qu'est-ce que c'est que l'Égypte? Qu'est-ce que c'est que le Nil? De quelle époque on parle? Est-ce que le mariage avait un sens à l'époque? Et est-ce que la durée signifiait la même chose? Je n'en sais absolument rien. Donc ça, je ne suis pas le seul à le dire, évidemment, tout le monde le dit, hein, mais en tout cas, la connaissance à la demande signifie aussi la connaissance pulvérisée. Tant qu'on est dans la phase de c'est génial, c'est terrible, ça vient en complément de ce qu'on apprend à l'école ou ça vient en complément de ce qu'on apprend dans sa formation, dans sa vie sociale, tout va bien. Si on se place dans 10 ans et qu'on imagine un système où il n'y aurait plus de programme scolaire, là, on est dans bien d'autres choses. Donc, la question de la connaissance à la demande, c'est la question de la façon dont on peut apprendre les cadres. En gros, tant que la connaissance à la demande est un supplément émancipateur dans les recherches personnelles, tout va bien. Quand ça devient la base de la formation initiale ou continue de tout le monde, comment se transmettent les cadres généraux, quoi. Et on ne transmet pas la connaissance de l'histoire de l'humanité
simplement en cherchant avec qui était marié Toutankhamon. Alors, deuxième chose, sur tous les savoirs du monde. Tous les savoirs du monde en MOOC, c'est génial. On est bien d'accord, c'est fantastique de voir les cours du Collège de France. Moi, j'ai vu justement, tiens, des copains à moi qui ont... Antoine Labéry, professeur au Collège de France, est en train d'installer un télescope totalement exubérant dans une vallée des Alpes à côté de Barcelonnette. C'est absolument génial. Ça n'est compréhensible plus que par 5 personnes, je pense. Enfin, il y avait 100 personnes dans la salle, plus 5 personnes qui peuvent comprendre. C'est absolument génial. C'est en ligne, je vous conseille d'aller le voir. Mais de fait, la question, c'est la question que posent tous les MOOC, c'est-à-dire, finalement, c'est calibré pour qui ? Et cet enregistrement qu'on va mettre en ligne, il est génial, mais je pense que finalement, il est formaté pour vous. Je vous annonce un scoop, j'ai préparé ça cette nuit, un peu avant quand même, mais je l'ai préparé pour vous en imaginant ce que vous alliez vous dire après. Ça sera très bien quand ça sera en ligne dans des archives, mais effectivement, ça sera sans doute complètement décalé dans un contexte un peu différent. Et je veux bien croire que les cours fondamentaux sont universels, mais je pense que la qualité pédagogique, c'est la capacité d'une calibration empathique avec les gens qui sont là, le fait que c'est le numéro 3 d'une série de cours qui suit le 1, etc. Et donc, tous les savoirs du monde, ok, sauf qu'ils sont dans un formatage dont on ne sait rien, ou dont on peut savoir parce qu'on sait que c'est le cours du Collège de France ou TVAFPA, comment ça s'appelle TVAFPA maintenant ? Web TV, pardon. Voilà, donc là on est dans des modèles à peu près clairs, mais quand on va chercher du un peu plus compliqué, on n'a rien sur les prérequis, etc., etc. J'ai encore 5 minutes, donc je continue. Évidemment, mais ça vous l'aviez compris, j'étais déjà pas très bon quand j'ai expliqué les avantages des sources multiples. Évidemment, les sources multiples, ça veut dire aussi très très grande difficulté à identifier quelles sont les sources, quelles sont les validités des sources, les légitimités des sources. Et c'est très bien d'avoir des sources multiples à condition qu'on puisse les comparer. Il y a une étude très intéressante par une doctorante dont j'ai oublié le nom, elle me pardonnera, qui a eu le prix Le Monde de la thèse pour un bouquin qui est paru qui s'appelle L'écologie sauvage, je crois, et qui démontre que tous les gens qui se renseignent sur les questions des incinérateurs d'ordures sur Internet sortent renforcés dans leur point de vue. Aussi bien ceux qui pensent que c'est un scandale, c'est terrible, c'est la dioxine à la portée de tous, c'est scandaleux, que ceux qui pensent que c'est génial, c'est vachement bien, etc. Donc finalement, ça démontre là, sur ce cas-là, que Internet sert à activer, à renforcer les convictions préexistantes plutôt qu'à identifier des éléments contradictoires et à se faire son opinion réelle. Donc la question des sources multiples, c'est bien celle-là. Là encore, ça va pour savoir où habitait Toutankhamon, et encore, parce que finalement, sur Toutankhamon, je pense qu'on trouve toute une série de sources assez ésotériques. Mais en tout cas, ça se pose très très vite pour en savoir plus. Si vous cherchez à savoir si la comète Ison, qui est en train de passer autour du Soleil aujourd'hui, qu'est-ce qui va lui arriver après, vous allez trouver toute une série de choses abracadabrantes. Alors, je pense que vous savez reconnaître les sites sérieux de ceux qui ne le sont pas, mais en tout cas, c'est certainement pas facile pour quelqu'un qui n'est pas suffisamment au point sur chaque sujet. Bon. Quatrième côté positif, accès pour tous. Là, c'est très clair. Hein. L'accès pour tous, et là aussi, c'est tout à fait documenté dans la revue. L'accès pour tous, c'est évidemment la réduction de la fracture numérique, réduite à quelques-uns seulement aujourd'hui, sauf qu'il existe encore des gens dont il est très bien dit dans l'article, dont là aussi j'ai oublié le titre, dans la revue, dont il est très bien dit que finalement c'est des gens qui pensent que c'est pas pour eux. La fracture numérique, elle s'est étendue, enfin elle s'est réduite en volume bien entendu, mais elle se transforme en un isolement par rapport à l'informatique, donc elle existe. Et puis surtout, la facilité d'usage, alors là, elle est loin d'être la même pour tous. Grandir dans un milieu où on est connecté toute la journée, on apprend à s'informer soi-même, ça ne donne pas la même façon d'utiliser le même smartphone que de grandir dans un monde où on n'a pas de place pour travailler, on est dans la rue et
on ne sait pas, on n'est pas aidé familialement ou par l'environnement dans ces recherches. Et donc, il n'y a pas seulement la question d'avoir accès à la ressource, mais bien entendu d'avoir accès à la culture numérique. Ça aussi, c'est abondamment documenté. De même que là aussi, tout l'enthousiasme sur les serious games, tout l'enthousiasme sur la capacité à motiver tout le monde à apprendre, etc. Il y a plusieurs thèses qui sortent en ce moment, je pense à celle de Nathalie Tingry par exemple, qui démontrent que finalement le jeu n'est jeu que quand c'est un jeu. Et que le même truc qui est un jeu, mais quand il devient dans une situation de travail, ben, c'est plus un jeu, c'est un outil de travail. Même si, évidemment, l'approche ludique transforme, bien entendu, la façon d'apprendre. Mais en tout cas, c'est pas le dispositif, c'est pas l'outil informatique lui-même qui décide que c'est un jeu ou pas. Bon, voilà. Donc toutes ces facilités d'accès-là sont souvent en trompe-l'œil. Là encore, vous me pardonnerez d'avoir l'air trop négatif, mais j'ai été très positif avant. Même chose évidemment sur les simulateurs. Là c'est très clair, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire un simulateur pour faire des ponctions lombaires. Et on voit apparaître des patients en plastique dans lesquels les médecins apprennent à faire la ponction lombaire. J'espère qu'on ne va pas me faire de ponction lombaire bientôt, mais j'aimerais mieux que le médecin ait appris, pas seulement sur un truc en plastique, qui ne soit pas le premier corps physique à être à l'épreuve de ça, quoi. Donc ça, c'est un exemple typique. Les limites du simulateur, elles sont évidentes, mais le simulateur, il porte en lui une question qui est déjà la question qu'on se pose, alors là, dans les questions de didactique habituelles, hein, qui est la question de l'analogie ou de la métaphore, c'est-à-dire que la métaphore ne vaut que dans la mesure où elle est métaphorique. Et que finalement, simuler un entretien d'embauche avec une machine qui est fondée sur un algorithme, ça n'est jamais qu'une simulation d'un entretien d'embauche fondé sur un machin. Et c'est une vision d'une personne. Nous avons, nous, essayé d'utiliser à Paris un outil d'entretien d'embauche que nos amis de la Cité des métiers de Barcelone avaient fait. Ben, c'était très catalan quand même. Hein. C'était pas exactement... Bon, d'abord, le look n'était pas le même, mais il ne suffit pas de traduire le catalan en français pour que ça donne un outil entretien d'embauche. C'était à Barcelone avant la crise économique. Voilà, et enfin, dernière chose, et j'aurais exactement tenu le temps à 1 minute près, dernière chose, c'est la création à portée de tous, mais par des automatismes. Clairement, oui, c'est sûr, hein, moi je peux faire une dissertation, alors je ne vais pas reprendre tout en camon, parce qu'il doit commencer à se retourner dans sa momie, mais effectivement, on peut créer ce qu'on veut, on peut faire sur Facebook, vous avez des statistiques sur votre page qui sont fantastiques, vous avez... Sur beaucoup d'outils, vous avez des qui-deux dans tous les sens, dans Photoshop ou ailleurs. Vous avez des coefficients de corrélation, des machins, des trucs. Vous avez des copier-coller autant que vous voulez. Mais finalement, ces outils-là ne vous assurent pas du tout de la réflexivité qui va avec. Et là, je ne veux pas parler de simple boucle, double boucle ou triple boucle, mais il n'y a même pas de boucle. Quand effectivement on copie quand on copie un bout de truc, puis qu'ensuite on fait une courbe statistique à côté, et puis que ça fait une dissertation, ça fait un rapport de stage, ben finalement, qu'est-ce qu'on a compris de ça et donc, la création à la portée de tous, oui, mais finalement, aucune garantie de réflexivité. Alors, je voulais juste terminer, puisque j'ai fini. Donc, moi, j'ai mes 6 analyseurs que je vous propose, hein. Connaissance à la demande mais pulvérisée, savoir du monde mais problème de calibration, sources multiples mais enchevêtrées, accès pour tous mais facilité d'accès en trompe-l'œil, expérience facilité mais causalité simulée, et puis création à la portée de tous mais automatisme. Moi, en écoutant tout à l'heure l'introduction, j'étais tout à fait d'accord pour dire que finalement le numérique n'est jamais qu'un avatar suivant de toutes les transformations des rapports au savoir. Et moi, j'étais en écoutant ça, je me disais, mais oui, finalement, le numérique, c'est plusieurs révolutions en même temps. Parce qu'on a souvent tendance à dire que, finalement, c'est jamais qu'une nouvelle invention de l'imprimerie. Et en fait, ce qui est compliqué dans Internet, c'est que c'est plusieurs révolutions à la fois. C'est l'imprimerie,
plus la poste, et ça c'est vraiment une chose, plus le système métrique, ça c'est encore une autre chose, et peut-être même plus les hypermarchés. C'est-à-dire que c'est l'imprimerie, oui, c'est-à-dire c'est la capacité à avoir les textes qui circulent dans tous les sens, qui sont les mêmes, garantis, etc. Ça c'est sûr. Deuxièmement, c'est la poste, c'est-à-dire que oui, je peux écrire à mon cousin en Amérique du Sud et lui répondre, etc. C'est le système métrique parce que mes données numériques sont commensurables aux données numériques des autres. Mon tableau Excel et mes macros Excel elles sont échangeables avec d'autres. Et c'est l'hypermarché parce qu'en plus, c'est la révolution du commerce. Tout d'un coup, toutes les consommations du monde sont possibles. Et du coup, les vrais enjeux et défis du numérique pour moi, et j'en terminerai là, c'est que ce sont 4 révolutions à la fois à gérer. Une nouvelle révolution de l'imprimerie, une nouvelle révolution de la poste, un nouveau système métrique et de nouveaux hypermarchés.